Il y a près de 4 ans, dans notre maison de Zadar, en Croatie, au cours de ce qui n'était rien de plus qu'une dispute ordinaire, mon mari a hurlé des mots inimaginables. Cela fait 20 ans que tu me maltraites. La dispute avait commencé la veille. Il s'était emporté contre nos filles, parce qu'elles étaient agitées comme à leur habitude, alors qu'elles se préparaient pour le lit. Je travaillais sur mon ordinateur portable, et son ton nerveux a brisé ma concentration. Alors j'ai répliqué aussitôt, agacée de devoir me reconcentrer à cette heure tardive. Nous nous sommes couchés ensuite dos à dos, l'une des rares fois où nous avions fait cela en 20 ans de vie commune. J'étais contrariée mais pas inquiète. C'était une dispute stupide. Il avait été un peu stressé. Demain, il s'excuserait, et nous passerions à autre chose comme nous le faisions toujours. Il était irritable depuis plusieurs jours à cause d'un test de personnalité, l'énéagramme, dont je lui avais envoyé le lien. Lorsqu'il est sorti de notre chambre avec ses résultats, son visage était enflammé, furieux, ce qui était étrange. Mon mari est la personne la plus calme et la plus facile à vivre que je connaisse. Je suis un œuf, dit-il avec dédain. Le médiateur. C'est génial, dis-je, un peu envieuse. J'étais un 4, l'individualiste, ce qui me semble être un type frivole et égocentrique comparé à l'altruisme et à la gentillesse d'un médiateur. Je suis officiellement quelqu'un qui cherche toujours à plaire aux autres, dit-il. Ma personnalité est celle d'un paillasson. Toute la journée, il a broyé du noir à cause de ses résultats, et je trouvais cela hilarant. Qui, sain d'esprit, s'énerve pour un test de personnalité de psychologie de comptoir? C'est ce que j'aime le plus chez toi, ai-je dit. Que tu sois compréhensif, collaboratif, prévenant. Mais il a secoué la tête comme si je ne comprenais pas, comme si je ne le comprenais pas lui. Et dans les jours qui ont suivi, il est devenu de plus en plus irritable, éclatant d'agacement quand il devait sortir les poubelles, ou quand les enfants ne s'alignaient pas comme des soldats au moment où il aboyait l'ordre de se brosser les dents, ou d'aller au lit. Cela a culminé le jour de la dispute, lorsqu'il a craché ses mots vers moi, affirmant que je le maltraitais. Quand il a dit cela, j'ai ri. L'accusation était ridicule. Nous étions les meilleurs amis du monde, et tout au long de notre relation, nous nous étions entraidés pour soigner nos blessures d'enfance respectives, et nous nous efforcions d'être la personne refuge pour l'autre. Être accusé de la chose même que nous avions lutté pour surmonter m'a frappé comme une mauvaise plaisanterie. Mais après que j'ai balayé son accusation d'un rire, il a persisté, et après que j'ai protesté, il a insisté. Ce qui semblait être des années de frustration accumulées a jailli de lui. « Tu es tellement contrôlante », a-t-il crié. « Je ne peux jamais aller nulle part sans que tu ne me fasses culpabiliser. Tu me jettes toujours un regard noir quand je dis que je vais courir ou faire du kitesurf. Je ne peux rien faire pour moi-même sans que tu ne m'en veuilles. Tout ce que je fais doit être au service de toi ou des enfants. Une partie de cela aurait pu être vrai plus tôt dans notre relation. Mais cela faisait des années que j'avais travaillé sur mes insécurités. Maintenant, j'aimais réellement quand il allait faire du kitesurf ou courir, parce qu'il était plus heureux, plus détendu après. Et je n'avais aucune idée qu'il supportait avec rancœur tout ce qu'il faisait pour notre famille. Nous partagions les tâches équitablement, pensais-je. Je cuisinais, il conduisait les enfants à leurs activités, il sortait les poubelles. Je faisais la lessive. Il m'en passait qu'il avait l'impression que je lui imposais ses corvées, le privant de sa liberté. Une vieille peur avait toujours ressenti à mon égard. Et toujours ressenti s'était senti soumise et refruivant de senti. Il s'était senti et senti sont-tu soumis, au privant de sa liberté surface, et si c'était, étourdi, sans voix sous le choc, et la peur, j'ai pris les clés de la voiture et je suis parti. Pendant très longtemps, j'ai arpenté la promenade de bord de mer dans la partie la plus à l'ouest de notre ville, exaspéré. De là où je me tenais, je pouvais voir la jetée de l'autre côté de l'Anse. 20 ans plus tôt, alors que nous tombions amoureux, nous étions assis sur cette jetée, alors que je lui racontais une dispute que j'avais eue avec mes parents. Il m'avait écouté mais ne m'avait offert ni réconfort ni compassion, ce que j'avais trouvé étrange. Et quand je lui ai demandé comment étaient ses parents, il a répondu « J'ai de la chance, mes parents sont formidables. » Ces mots m'ont heurté.
pas seulement parce que nous avions 18 ans et que je n'avais jamais rencontré un adolescent qui aimait ses parents, mais parce qu'il y avait quelque chose de presque insensible dans l'empressement avec lequel il l'avait dit, étant donné ma propre détresse. Il m'a fallu des années pour comprendre qu'il n'avait pas été impoli ou insensible. Il s'était seulement efforcé de se convaincre lui-même de ses propres paroles. La vérité sur ses parents s'est lentement révélée à nous au cours de la première décennie de notre vie commune, souvent à travers leurs propres paroles. Sa mère m'a confié qu'elle n'avait pas prévu de l'avoir. Lorsqu'elle est tombée enceinte, son frère aîné avait 4 ans et son père était affecté ailleurs. Elle avait du mal, alors elle avait prévu d'avorter. Son père est intervenu, mais j'ai senti qu'une réserve demeurait. Peut-être qu'une partie d'elle ne l'a jamais pleinement acceptée. Au fil des ans, mon mari m'a raconté des histoires de son enfance qu'il pensait normales, mais qui me frappaient par leur négligence, ou qui lui donnaient l'impression d'être un fardeau, comme sa mère qui ne lui rendait pas visite à l'hôpital quand il était petit, ou qui faisait comme si l'argent de son déjeuner pour l'école était une dépense énorme. Mon mari a coupé les ponts avec ses parents il y a quelques années, mais seulement après que je me sois emportée contre la façon dont il me traitait. Je suppose qu'il ne s'était pas jugé digne de se battre pour lui-même. Il a peut-être coupé les ponts, mais le sentiment d'être un fardeau est resté. Il se censurait toujours, se rendant invisible en ne demandant rien. Ce n'était pas que j'étais contrôlante. C'était qu'il se coupait préemptivement les ailes avant même de demander ce qu'il voulait ou ce dont il avait besoin. Pour ensuite m'en vouloir. Je suis rentrée à la maison pour trouver mon mari assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il m'a regardée, toute combativité l'ayant déjà quitté. « Je suis désolée d'avoir tout déversé sur toi », a-t-il dit. « Tu ne me maltraitais pas. » Je ne peux pas croire que j'ai dit ça. Ce maudit énéagramme, ça m'a vraiment monté à la tête. Il avait fait son propre examen de conscience pendant mon absence, et il avait réalisé pourquoi l'énéagramme l'avait tant bouleversé. Il ne lui avait pas montré la personne qu'il était, mais la personne que ses expériences d'enfance l'avaient conditionné à être. Et il y avait un gouffre profond entre ces deux versions. Une fois que l'énéagramme lui a tendu ce miroir, il n'a pas pu s'y résoudre, mais il ne savait pas non plus quoi faire. Cela l'a complètement submergé. Je pensais que couper les ponts suffisait, a-t-il dit. Mais il y a encore du travail. Tellement de travail, je sais, ai-je dit, en le serrant dans mes bras. La fois suivante, où le vent a soufflé à une vitesse constante de 20 nœuds. Le genre de vent parfait pour le kitesurf. Mon mari est devenu fébrile comme d'habitude, tendu comme un ressort. Seulement maintenant, je comprenais la friction qui le consumait, entre l'envie de quelque chose et la tentative de s'en dissuader en même temps. Le vent est génial, a-t-il dit. Mais il pourrait pleuvoir aujourd'hui, et les enfants auraient besoin qu'on les emmène à l'école. Si je prends la voiture, on se débrouillera, ai-je dit. Tu devrais y aller, si tu en as envie. Je lui ai lancé un regard significatif, et il a réfléchi un instant, ainsi que, ou à l'accent que j'avais mis sur le mot envie. J'ai envie d'y aller, a-t-il dit enfin, les mots sortant chargés d'émotion, presque cathartiques. Alors vas-y, ai-je dit. C'était une chorégraphie maladroite pour une première fois, une danse que nous devrions apprendre à perfectionner avec le temps. Mais avec de l'entraînement, il est devenu plus facile pour lui de placer son pied au bon endroit, et pour moi de me déplacer là où je devais pour ne pas encombrer son chemin. Je lui ai récemment demandé de repasser le test de l'énéagramme. Il était réticent, craignant d'être bouleversé de la même manière. Mais j'ai insisté. Il est si facile de rater, même les transformations les plus monumentales lorsqu'elles se font par petits pas. Et quelque chose me disait qu'il ne serait pas déçu de ses résultats cette fois-ci. Plus tard, il a surgi avec son plus large sourire et a dit « Je suis un 7. » J'ai ri. Ça se tient. Un 7. L'enthousiaste, optimiste, aimant s'amuser et extraverti.